Génération Justice, le podcast. Défendre les films passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bienvenue dans Génération Justice. Nous recevons aujourd'hui Ari Halimi, avocat pénaliste que certains ont pu découvrir notamment sur les réseaux sociaux, toujours présent auprès de ceux qui subissent l'injustice, notamment dans le cas des violences policières, mais aussi de manière générale par rapport à ceux qui sont oppressés. Donc on peut le dire, en fait, la définition de l'avocat. Merci Ari d'être parmi nous. Est-ce que ton métier est une vocation ? Alors à l'origine, pas vraiment, parce que j'avais fait, des études de médecine. C'était ma première vocation auquel j'ai échoué et puis on m'a inscrit en droit, mon père en l'occurrence, sans que je le sache. Donc je suis arrivé en droit un peu par hasard. J'étais plutôt scientifique et puis j'ai découvert, la matière juridique qui m'a, beaucoup plu. J'ai même trouvé des facilités parce que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de droit, dès le plus jeune âge, en étudiant, du droit, hébraïque, donc la Mishnah, la Gemara, dans une école, privée juive et en fait, je me suis rendu compte que j'avais, fait du droit toute mon enfance en arrivant à Assas, à l'université de droit et donc j'ai eu pas mal de facilité. Ça m'a beaucoup plu. En plus, j'avais une autre vocation qui était le théâtre, donc ça s'est surrajouté et donc au fur et à mesure, je me suis découvert une vocation, dans le droit, puis, en tant qu'avocat. Donc voilà, c'était pas une vocation initiale, mais ça l'est devenu. Et durant ton enfance, quelles a été tes premières expériences de l'injustice et donc de la justice ? Mes premières expériences de l'injustice, c'était plutôt dans les, banlieues puisque j'ai vécu dans mes premières années, dans différentes banlieues, à la fois à Sarcelles où je suis né et où j'avais, fait ma scolarité, également à La Courneuve, au 4000. Donc bon, quand on est enfant, on se rend pas forcément compte de l'injustice, des quartiers populaires. On se rend compte progressivement et en arrivant sur Paris, dans la dissonance, entre, la vie que vivent les gens qui vivent au cœur de Paris, en tout cas, la classe, supérieure, ceux que j'ai pu rencontrer à la fac, ceux que j'ai pu rencontrer, dans le cadre, de mes premières années en tant qu'avocat, donc des classes supérieures et j'ai pu, comparer avec, tous les gens que j'avais pu rencontrer, étant jeune et c'est là qu'on se rend compte véritablement de l'injustice que peuvent vivre, les classes les plus défavorisées, les plus paupérisées et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais pas du tout faire du droit fiscal, hein, que j'allais plutôt, défendre ceux qui étaient les plus défavorisés. Et est-ce que tu as un souvenir à nous raconter de ton enfance qui symbolise cette injustice ? Est-ce que j'ai un souvenir? Pas un souvenir précis, hein, mais c'est, le fait de vivre dans un environnement, très précaire, pauvre, quelquefois dans des immeubles, insalubres. Je me souviens de la tour, dans laquelle je vivais, au 4000, qui est très, 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 très sale, hein. Déjà l'habitat, HLM de l'époque était extrêmement dégradé. Je peux aussi, avoir des souvenirs, par rapport à mes copains, hein, parce que la plupart de mes copains, n'ont pas forcément, eu le même chemin que moi. J'ai un ami que j'ai retrouvé quand je suis devenu, avocat, qui avait fait toute sa scolarité avec moi, qui est un ami proche et lui, bah, je l'ai retrouvé, plutôt devant un juge, mais je le défendais, il avait un peu mal viré. Donc voilà, il y a une forme d'inégalité, importante,
Quand on vient des quartiers populaires, on n'a pas du tout les mêmes chances, ça c'est une évidence. Ce sont toutes ces injustices que j'essaye aujourd'hui de combattre. Tu disais tout à l'heure que tu as loupé, ta première année de médecine. Là, tu nous parles de ton enfance dans les quartiers populaires. Est-ce que le fait d'avoir eu à, en quelque part, te battre avec certaines choses pour pouvoir évoluer, impacte aujourd'hui ton métier et joue dans le fait qu'on peut te sentir, très, à la fois révolté, mais aussi, fort auprès de ceux, qui sont malmenés dans la société? Alors oui et non, parce que moi j'ai eu, la chance d'avoir des parents qui ont rapidement, réussi dans la vie, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, qu'on m'aide pour faire des études financièrement. Et je pense que, si je suis devenu avocat, par rapport à tous mes copains d'enfance, c'est que, j'ai évolué dans un environnement familial, qui était, plus facile, plus aisé. En revanche, j'ai vécu dans cet environnement, plus jeune et j'ai estimé que, je devais, à toute cette enfance, à tous les gens, que j'avais côtoyés toute mon enfance, d'utiliser mes connaissances juridiques, d'utiliser les facilités, familiales, financières que j'avais pu avoir en devenant avocat pour pouvoir aider ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Et aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, donc ton premier choix médecine et aujourd'hui, ton métier, d'avocat, est-ce que tu penses que cet échec avait un sens? Oui, 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 je pense d'ailleurs que tous les échecs ont un sens. Et je suis très heureux d'avoir, échoué en médecine parce que je me suis ouvert à la société, d'abord avec le droit. Je me souviens de la première fois où j'ai lu un journal, c'était en première année de droit parce qu'on me demandait de lire le journal, de lire Le Monde, Libération et les autres journaux et je me suis ouvert à la société, ce que peut-être je n'aurais pas eu si j'avais réussi en médecine, si j'avais, poursuivi, dans un parcours médical. Parce que c'est vrai que le droit est une matière qui ouvre à la société, qui ouvre aux autres, si on s'en donne la peine, bien évidemment. Et je suis, très, très, très heureux, d'avoir échoué en médecine, pour pouvoir aujourd'hui être avocat. Et la psychologue que je suis te rejoint sur la notion d'échec parce qu'effectivement, un échec n'est plus un échec à partir du moment où on le transforme. Et toi, on peut le voir, tu es loin de cette étape où tu recommences un parcours. On te sent très présent, jamais silencieux, notamment comme je disais sur les réseaux sociaux. Et récemment, tu as été très attaqué par la patriosphère et puis aussi par tous les réseaux un peu, racistes qu'on peut trouver sur, internet. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça dit de la société que quand on est avocat et qu'on défend, eh bien, finalement, on peut être aussi très attaqué? Alors c'est pas qu'avocat, hein, parce que la plupart des avocats ne s'expriment pas forcément, publiquement, n'ont pas des engagements publics et ne sont pas forcément militants. Alors bien sûr, quand on est avocat pénaliste, on a quand même une fibre militante parce qu'on défend souvent des gens qui sont face à la machine judiciaire, et qui sont dans un écrasement, social. L'État, peut écraser facilement ceux qui sont déjà, défavorisés. Donc l'avocat pénaliste a déjà une fibre un peu militante. Mais globalement, moi j'ai choisi de ne pas être qu'avocat, j'ai choisi d'être avocat et militant. J'ai découvert, le combat militant également à la fac, à Assas, hein, en combattant, l'extrême droite. Donc être attaqué par, la fachosphère ou la patriosphère ou d'autres qui s'y apparentent, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi, hein. J'ai déjà, eu des combats contre le GUD à Assas et contre, l'extrême droite. C'est l'un de mes premiers combats politiques. Ce qui se passe aujourd'hui finalement, c'est quelque chose, qui s'inscrit dans une continuité. Donc après, pourquoi, m'exprimer? Parce que et pourquoi m'exprimer autant, hein? Parce que c'est vrai que je m'exprime beaucoup. Alors d'abord parce que je suis, également membre, associatif, à la Ligue des droits de l'homme, hein. Je suis membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme, donc je n'ai pas qu'une parole d'avocat, j'ai également une parole de représentant associatif. J'essaye de quand même les distinguer parce que, mes dossiers et les engagements que j'ai en tant qu'avocat ne sont pas toujours, les mêmes que ceux que je peux avoir en tant que représentant associatif. Il faut bien, distinguer quelquefois les casquettes. Bah, il se trouve que, les combats que j'ai, choisi, d'engager,
sont souvent des combats que la Ligue des droits de l'homme mène également, notamment contre les violences policières, contre le racisme. Donc voilà, en ce qui concerne les expressions que je peux avoir, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou publiquement à la télévision lorsqu'on m'invite pour parler sur un plateau. Effectivement, nous, ce qu'on a pu repérer de toi et ce qui nous a donné envie de réaliser cette interview avec toi, c'est la manière dont tu es, auprès de tes clients, auprès de ceux que tu défends, quelle que soit la minorité. Finalement, tu as une manière très, je dirais, radicale de te positionner, dans le sens où tu n'es pas modéré quand il faut finalement vraiment taper du poing et je pense que pour de nombreuses générations, celles qui aujourd'hui sont en mouvement en France et puis celles qui sont à venir, c'est très important les profils comme ça, parce que finalement, tu donnes du courage, mais aussi tu montres que dans certaines situations, il faut rester debout, et il faut rester debout quel que soit, celui qui oppresse et toujours aux côtés de l'oppressé. Ça, d'où est-ce que ça te vient, cette espèce de manière d'accompagner l'autre et de le protéger? Bon, je pense, hein, que ça vient aussi, de la vie en banlieue et dans les quartiers populaires. Même si, j'ai pas vécu la même violence que ceux que je pouvais côtoyer, parce que j'étais quand même un peu protégé. J'ai vécu une forme de violence également, et je crois que tous les gens qui ont vécu dans les quartiers populaires, dans les cités, HLM, ont une forme de rage et de colère en eux qu'ils transforment d'une manière ou d'une autre. Enfin, quelquefois, ils ne la transforment pas, ils l'expriment, de manière brute. Ça peut entraîner aussi de la violence. Moi, j'ai essayé de la canaliser. Je sais que j'ai vraiment une rage et une colère permanente, bon, qui s'est un petit peu, tamisée, qui s'est un petit peu, apaisée ou en tout cas qui s'est transformée parce que maintenant je l'exprime, avec des mots de droit, avec des mots politiques, mais c'est vrai que j'ai un sentiment d'injustice, permanent, dans les tripes et quand je vois l'apathie, qui existe depuis, des décennies en France, dans la population française, bah, il y a j'estime qu'il faut qu'il y ait des gens qui, prennent la parole, même si cette parole est un peu radicale et je sais que quelquefois, elle peut l'être un peu trop. Mais, il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut les exprimer, clairement et il faut pas hésiter effectivement à attaquer, vertement l'extrême droite, à attaquer, vertement, le gouvernement lorsqu'il y a une dérive au niveau, du fonctionnement policier, hein, lorsqu'il y a une dérive, en termes de réduction, progressive des garanties, et des libertés fondamentales. Je pense qu'il faut, parce qu'il y en a pas suffisamment, des personnes qui soient à la fois dotées, de connaissances juridiques et qui puissent exprimer, fortement, des convictions, politiques. Donc c'est pour ça que, alors ça vient de là et puis, c'est transformé avec mes connaissances. Et par rapport aux causes que tu défends, peut-être on n'est jamais trop radical finalement. Parce qu'il y a et comme tu dis, il faut qu'il y ait des gens qui fassent, rempart et le danger se trouve peut-être dans la mesure qui serait une mesure là où il y a, l'inacceptable. Arié, quel est ton plus beau souvenir d'avocat? Mon plus beau souvenir d'avocat, c'est probablement, hem, le dossier, Bergson. C'est un jeune homme, noir de 16 ans, qui avait été, frappé par un policier devant le lycée Bergson alors qu'il participait à une manifestation devant le lycée. C'était pendant les lois travail et il avait vraiment été, frappé violemment et on avait réussi à faire poursuivre les policiers. Bon, on avait eu un peu de chance parce qu'il y avait une vidéo qui avait été, sur tous les réseaux sociaux également. Ce qui avait facilité les poursuites parce que c'est vrai que, lorsqu'il y a des violences policières, c'est assez rare, encore aujourd'hui, qu'il y ait des poursuites contre les policiers. Et mon plus beau souvenir, c'est le jour où je suis sorti de la salle d'audience avec lui, que le policier, a été condamné et que j'ai pu dire à ce jeune homme que ce qu'il avait subi n'était pas normal, qu'on ne pouvait pas frapper un enfant, ou un adulte en devenir, uniquement parce qu'il se conscientisait politiquement devant son lycée et que la justice, elle était là,
que la justice, on pouvait y croire, même si quelquefois c'était compliqué. Je pense que ouais, c'est le moment où je suis sorti de la salle d'audience avec lui qui est l'un de mes plus beaux souvenirs en tant qu'avocat. Et ton plus grand trauma? Il y en a eu beaucoup. Le premier gros trauma que j'ai pu vivre, c'est en tant que jeune avocat. C'est la première fois où je suis rentré dans une maison d'arrêt. C'était la maison d'arrêt de Villepinte. C'est la première fois que j'allais voir un client qui était très malade, qui suivait un protocole parce il était séropositif, et on l'avait interpellé pour des raisons indignes. On l'avait placé en détention provisoire pour des raisons tout aussi indignes, et il pouvait pas suivre son protocole médical parce que la prison ne le lui permettait pas. Donc lorsque j'ai entendu les portes se refermer pour la première fois derrière moi quand j'entrais pour aller le voir au parloir, j'ai eu enfin je sais pas comment expliquer ça. J'ai même, je crois que j'ai chialé à ce moment-là parce que c'était d'une violence extrême de ressentir les portes de prison se refermer derrière soi. La rage et la colère dont tu parlais, que tu as toujours eu et que là tu canalises un peu avec, le droit, est-ce que dans ces moments-là, elle, continue à se nourrir, cette rage et cette colère, et comment tu arrives à la gérer et qu'est-ce que tu en fais? Ah, il m'arrive fréquemment de m'emporter, en audience notamment, souvent en comparution immédiate, parce que je me suis constitué en tant qu'avocat et mes stratégies de défense se sont constituées avec, je pense, les comparutions immédiates, qui est une procédure d'exception, une procédure d'urgence, où des personnes sont jugées, après 2 jours après avoir fait une garde à vue. Ils sont passés une journée supplémentaire au dépôt du palais de justice. Ils arrivent, ils sont sales, ils ont pas beaucoup mangé, ils sont fatigués, ils sont épuisés avec les 2 jours d'interrogatoire. Et on commence à vouloir les juger dans des conditions qui ne sont pas dignes de ce que j'estime être une justice normale. Et à chaque fois qu'il y a des juges, et c'est souvent malheureusement le cas, qui ne sont pas particulièrement respectueux à l'égard de ces personnes qui sont jugées et qui en oublient leur humanité, ça me met en colère et j'ai un peu de mal à contenir cette rage et cette colère qui est toujours un petit peu sous-jacente. Et voilà, ça m'arrive quelquefois de porter la voix un peu trop fort et de m'emporter en salle d'audience. Il faut faire attention parce que il y a des limites à ne pas franchir avec les juges. Voilà, ça m'a peut-être quelquefois valu de me faire un peu taper sur les doigts parce que je ne contenais pas ma colère. Et c'est vrai que j'essaye d'apprendre au fur et à mesure à la contenir et à la transformer en quelque chose de plus efficace, de plus pertinent en termes de plaidoirie et en termes de développement juridique. Et est-ce que tu penses qu'on est tous égaux, face à la justice? Pas du tout. Je pense que ça va être le prochain combat, peut-être le prochain combat du reste de ma vie, on va dire. Que jusque-là, c'était une partie de l'injustice contre lequel je luttais, c'était les violences policières, qui fait partie aussi de la justice, hein, puisque les policiers font partie de l'institution judiciaire. Et je crois que le plus gros combat à mener au niveau de l'institution judiciaire, c'est le traitement discriminatoire qui est inhérent à l'institution judiciaire. Les personnes, en fonction de leur origine, en fonction de leur classe sociale, ne sont pas jugées de la même manière. Et je pense qu'il y a beaucoup de biais cognitifs au sein de la magistrature. Alors il y a d'abord des biais cognitifs individuels, bien évidemment, et puis il y a des biais systémiques, hein, qui sont inhérents au fonctionnement judiciaire et qui font que, eh bien, inexorablement, il y a des personnes qui vont être jugées alors que d'autres, dans une situation patrimoniale ou de classe sociale différente, ne le seront pas. Certains qui seront jugés plus sévèrement, avec des peines beaucoup plus lourdes, parce qu'ils viennent d'un milieu défavorisé, alors que d'autres qui viennent d'un milieu plus favorisé ne le seront pas, parce il y a une forme d'identification des magistrats et de l'institution judiciaire à des gens qui sont censés avoir mieux réussi. Et il y a une forme d'écrasement pour ceux qui viennent des quartiers populaires, qui sont noirs, qui sont arabes, qui sont issus de l'immigration. Alors certes, ce sont des discriminations qui sont sociales, hein, mais elles se prorogent dans la justice et je considère que la justice devrait faire un travail sur elles, fondamental,
pour essayer d'extirper tous ces biais cognitifs et tous ces, tout ce racisme. Je peux même parler de racisme, hein, qu'il soit racisme social ou ethnique, qui fonctionne encore à plein dans la justice et qui fait qu'on n'a pas le même traitement devant la justice. Et d'après toi, c'est un racisme, qui est, conscient ou inconscient? Parce que même pour les violences policières, on peut se poser la même question. Parfois, il y a des choses qui, pour nous citoyens, apparaît comme un profond racisme inacceptable, mais quand on entend parler ceux qui, portent ces mots, c'est un peu comme s'ils trouvaient qu'on était dans de l'acceptable, qu'on peut dire ce genre de blague. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que la magistrature se ressent? Comment est-ce que certains dans les forces de l'ordre se ressentent? Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas conscience de ce racisme qui gangrène les institutions? Alors je pense qu'effectivement, sauf pour quelques cas rares, le racisme n'est pas conscient et puis même c'est dans ces cas-là, les personnes qui expriment un racisme dans leurs fonctions, tant, dans leurs fonctions policières que de leurs fonctions judiciaires, estiment que, eh bien que leur, croyance ou, leur haine, est quelque chose de normal. Donc le racisme n'est jamais véritablement, conscient. Il est, exprimé plus ou moins, mais il n'est jamais conscient. En revanche, s'agissant de la police de manière générale en tant qu'institution et de la justice en tant qu'institution, évidemment, c'est un racisme, inconscient. C'est, quelque chose qui provient de l'histoire, qui provient, de la colonisation, hein, qui provient, de plus loin encore peut-être de l'esclavage, qui provient, de la construction, sociale, d'ailleurs, je ne m'exclus pas, de ce racisme systémique. Je ne m'exclus pas des a priori que chacun peut avoir lorsqu'il juge ou lorsqu'il voit quelqu'un pour la première fois. Ce sont des données inconscientes. Moi-même, j'en ai probablement. Après, la question, c'est de savoir si on peut les transcender à titre individuel. Et la deuxième question, c'est de savoir si une institution peut être transformée. Et pour qu'il y ait une transformation, pour passer d'un racisme historique et social dans une institution, que ce soit l'institution policière ou l'institution judiciaire, il faut qu'il y ait une volonté politique. Parce qu'évidemment, ceux qui expriment ou ceux qui font partie d'un système qui a une caractéristique raciste n'ont pas la possibilité de transformer le système. La seule manière de transformer le système, elle vient d'en haut, elle vient de la décision politique, elle vient d'un gouvernement, elle vient d'une pédagogie. C'est quelque chose qui est extrêmement long. Il faudrait qu'un jour, il y ait une prise de conscience au sein du ministère de l'Intérieur, mais également au sein du ministère de la Justice et plus globalement d'un gouvernement futur, une prise de conscience que il n'est plus acceptable que dans un pays comme le nôtre, qu'on ne considère pas comment dirais-je, ce racisme qui fait système, dont on n'a pas forcément conscience et qui s'exprime à chaque fois que quelqu'un va être jugé, que quelqu'un va être en proie à la justice, que quelqu'un va être interpellé par la police. Il y a un moment où on se rend compte, hein, d'ailleurs, qu'il y a une exaspération au sein de la population. On voit avec le Black Lives Matter aux États-Unis, qui commence aussi à s'exprimer en France, notamment avec le comité Adama Traoré, ou avec d'autres associations qui essayent de lutter contre le racisme au sein de l'institution policière ou au sein de l'institution judiciaire, que ça n'est plus supportable, que beaucoup de populations ont enduré ça de manière, enfin, avec une forme d'impuissance, parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir s'exprimer en France parce qu'on leur faisait ressentir pendant trop longtemps qu'ils n'appartenaient pas totalement à la société française, parce qu'ils étaient immigrés, première, deuxième, voire troisième génération. Mais au bout de la troisième génération, ce sont tous des gens qui sont nés en France, ce sont des gens qui ont été dans les mêmes écoles que des populations installées depuis plus longuement sur le territoire français. Et ils ne comprennent pas pourquoi la justice, la police continuent à les traiter différemment,
continue à commettre plus de violences sur eux, continue à les interpeller plus facilement, continue à les contrôler et à faire des contrôles d'identité dits au faciès. Voilà, ils ne peuvent plus le supporter, ils ne peuvent plus l'accepter, ils ne peuvent pas accepter de voir des membres de leur famille tués sous les coups de la police. Ils ne peuvent plus accepter de voir des membres de leur famille envoyés en prison très longtemps, quelquefois injustement. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a débordé. Et aujourd'hui, on en prend conscience et il y a des manifestations très importantes. Il y a une prise de conscience politique et c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on a une fracture très importante au sein de la population française, entre, même entre des racismes, même entre des antiracismes, hein. Il y a des fractures entre des antiracismes plus anciens et des antiracismes nouveaux qui disent l'universalisme, oui, mais l'universalisme réel, pas l'universalisme théorique. Par rapport à ce que tu disais de la notion de racisme et de l'exaspération, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement il y a quelque chose de destructeur et de toxique dans la manière dont aujourd'hui fonctionne la justice et dans une certaine mesure, certains magistrats dans cette magistrature? Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression qu'il y a une toute-puissance dans certaines affaires qui sont ciblées, qui concernent des minorités. Quand on regarde, par exemple, tu parlais d'Adama Traoré, on peut parler aussi de Wissam El Yamni, Mmh. qui a été tuée, et dont les expertises, alors il y a de gros soupçons qu'elles ont été, trafiquées. Donc on peut vraiment voir que finalement, selon qui l'on est, ce que l'on représente, on n'a pas du tout affaire à la même justice et du coup, ça crée un espèce d'écho dans notre société, même chez les toutes jeunes générations qui arrivent, avec cette impression que finalement, quoi qu'ils fassent, ils ne seront pas logés à la même, enseigne. Donc en quelque part, ça crée un destin. Donc est-ce qu'on pourrait poser finalement le mot destructeur? Est-ce que tu trouves qu'il peut y avoir un côté destructeur dans la manière dont est aujourd'hui la justice? Je le pense profondément, je l'ai même souvent dit. Je pense que l'institution judiciaire et son bras armé, l'institution policière en matière de police judiciaire, aujourd'hui, crée plus, de violence dans la société qu'elle, qu'elle n'en apaise. Normalement, l'institution judiciaire, c'est justement ce qui est là pour, pacifier la société. Lorsqu'il y a, des actes de violence, l'institution judiciaire passe et elle tranche, elle prend une décision, ce qui permet d'arrêter le cycle de violence. Et aujourd'hui, on se rend compte que tant l'institution policière que l'institution judiciaire créent beaucoup plus de violence qu'elle n'en réduit. Elle proroge finalement, le racisme social, elle met au ban de la société, et de la société qui a le droit d'exister, qui a le droit d'exister correctement, elle met au ban une grande partie de la société, sans véritablement, s'en rendre compte, hein. C'est ça qui est malheureux, hein. Quand on s'en rend compte en tant qu'avocat, avec l'expérience des audiences, notamment des audiences de comparution immédiate, mais pas que, hein. On se rend compte que quand on a 2 personnes, qui sont jugées pour les mêmes faits, heu, qu'il y a une personne qui est blanche et une personne qui est noire, il est pratiquement, certain qu'ils n'auront pas le même traitement, qu'ils n'auront pas le même regard, qu'ils n'auront pas la même parole, qu'ils n'auront pas la même considération, qu'ils, n'auront pas la même peine. Et ça, malheureusement, ça fait masse et aujourd'hui, on a une société qui est, multifracturée par ce racisme systémique. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la justice et la police, ne prorogent la violence dans la société. Arié, c'est très important ce que tu dis et j'espère que ceux qui le nient auront l'occasion de tomber sur ces mots et de comprendre qu'effectivement, on peut acter et poser comme thèse, pas comme hypothèse, qu'il y a une forme de racisme dans nos institutions et que l'inégalité des chances, commence dès l'enfance et se poursuit à travers nos propres institutions. Il nous faudrait vraiment du changement. Tu es l'avocat du lanceur d'alerte Ammar Ben Mohamed et tu as récemment tweeté à son sujet qu'il avait été désarmé devant ses collègues avec une volonté d'humiliation et qu'on l'avait sommé d'aller rencontrer, je crois, le psychiatre de son unité. Ce qui me fait du coup te poser cette question concernant les expertises.
j'ai l'impression, à partir de mon métier, mais aussi à partir de ma citoyenneté au cœur de la France, mais aussi en Angleterre, parce que nous vivons en Angleterre, qu'en France, en ce moment, il y a une espèce d'instrumentalisation des expertises, notamment les expertises psychologiques et psychiatriques, et qu'il y a un peu finalement une envie que dès que quelqu'un sort des rangs ou dès qu'on a envie de faire plonger quelqu'un, d'utiliser cette expertise pour faire dire un peu tout et n'importe quoi. Et donc on retrouve des notions justement d'emprise, là où, on n'a aucune preuve avérée de ça. On retrouve des notions de délire, là où finalement il y a une personne qui dénonce du racisme. Et puis même d'un point de vue médical, quand on regarde l'expertise dans le cas de Adama Traoré, mais aussi l'expertise dans le cas de Wissam El Amni, eh bien finalement, à chaque fois, ces expertises médicales sont remises en question par d'autres médecins et ainsi de suite. Et donc, on s'en sort plus. Toi, quel est ton avis sur ces expertises aujourd'hui, tant les expertises psychologiques et psychiatriques que médicales? Ah, ça remonte à loin, la problématique des expertises, hein. Ça remonte même à la constitution, de la psychiatrie, hein, du passage, des aliénistes, aux psychiatres avec, l'acquisition, d'un champ, scientifique, depuis Charcot, hein, et encore avant, et avec, l'intégration de, la psychiatrie, dans le champ judiciaire. Heu cette intégration, en tout cas des aliénistes d'abord, hein, c'est un moment, c'est un moment, qui a été parfaitement décrit par Foucault. C'est un moment où, la justice s'est retrouvée face à une, faille, qu'elle n'arrivait pas à gérer. Cette faille, c'est, des cas, de meurtre, incompréhensibles par des personnes qui n'avaient pas forcément vocation à tuer, soit un enfant, soit, des membres de leur famille, et qui n'arrivaient pas non plus à expliquer les raisons pour lesquelles ils les avaient tués. La justice s'est retrouvée, dans ce moment-là avec, une question à laquelle, ils devaient normalement répondre, hein, qui a toujours été dans les codes pénaux, successifs. C'est: est-ce qu'une personne est responsable ou pas de ses actes au moment de l'acte, pénal incriminé? Et donc les juges se sont retrouvés un peu dépourvus, et ils ont eu recours progressivement à, des sachants, hein, qui sont devenus par la suite des experts. Et ces experts on le voit, hein, dans les prémices de l'expertise, ils portaient plus un jugement qui était de nature, morale ou, sociale, quelque chose qui avait une caractéristique scientifique. Bon après, bien évidemment la psychiatrie, s'est affinée. Il y a eu, quelque chose, qui a ressemblé un peu plus à une science, et aujourd'hui on a des experts psychiatres, renommés, hein, j'en connais certains qui sont brillants, et qui apportent véritablement quelque chose à la justice. Mais initialement, l'expert psychiatre, toujours aujourd'hui, hein, on lui demande une seule chose. On lui demande de savoir si au moment de l'acte, la personne était, soit en abolition, soit en altération de son discernement. Est-ce qu'il peut être jugé? Et l'expert doit répondre à cette question. Après, on voit la plupart du temps dans les rapports d'expertise, notamment aux assises ou lorsqu'ils sont demandés en matière correctionnelle, on voit toujours des rapports d'expertise qui dérivent au-delà de cette question, et qui vont, porter une image qui est plus de nature morale. Lorsque, je vois des personnes, qui sont jugées pour, des faits anodins et qu'on qualifie de psychopathes ou de personnalités dites, asociales. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces expertises, hein. Peut-être qu'on demande trop, aux experts. On devrait se contenter de leur demander, ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire dire si, il y a une abolition ou une altération du discernement. Après, les psychologues, c'est autre chose. Ils peuvent porter, un regard un peu différent. Et puis vous avez, les experts, médicaux, j'en rencontre beaucoup, notamment dans les dossiers de violences policières, pour déterminer, les causes de la mort. Et c'est vrai qu'on a une vraie problématique avec les rapports, d'expertise, médicale. Pourquoi? Parce que, on se rend compte, notamment dans les dossiers de violences policières, que, la plupart du temps, il va y avoir au début d'un dossier de violence policière une parole qui va être transmise par le procureur de la République,
et que cette parole, elle va s'asseoir sur un premier rapport d'autopsie lorsqu'il y a mort ou un rapport d'expertise médicale. Et ils vont utiliser les, les éléments scientifiques qui vont avoir tendance à déresponsabiliser l'auteur de l'acte, à savoir le fonctionnaire de police. Et puis on se rend compte aussi qu'au-delà de l'instrumentalisation par le procureur du rapport d'autopsie ou du rapport d'expertise médicale pour finalement déresponsabiliser les fonctionnaires de police, on se rend compte que l'expert lui-même a tendance à multiplier les origines possibles de la mort ou de la blessure pour peut-être on a ce sentiment en tout cas qu'il a tendance à essayer de déresponsabiliser lui-même l'institution policière. Et on se demande pourquoi, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez récurrent, hein. Je vous prends des exemples dans le dossier de Cédric Chouviat, la famille de Cédric Chouviat que je défends, c'est ce livreur qui est mort à la suite d'une fracture du larynx causée par des fonctionnaires de police sur les quais à Paris. La première chose qu'on voit dans le rapport d'expertise, c'est une multitude de causes possibles à la mort, alors qu'on sait pertinemment que c'est la fracture du larynx et l'asphyxie qui a causé la mort de Cédric Chouviat. On a quand même une démonstration sur des possibles pathologies cardiaques éventuelles, ou bien sur le fait que quelques-unes de ces artères sont un peu trop ont un peu trop de graisse, ou vous voyez, on essaye en fait finalement de délayer l'origine évidente, directe de la mort, c'est-à-dire une asphyxie avec fracture du larynx, et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un expert médical qui est normalement un scientifique, qui est en dehors, qui est objectif en principe, hein, et qui doit donner une réponse qui permet à la justice de statuer sur une responsabilité pénale éventuelle, pourquoi est-ce que l'expert médical a tendance à essayer dans son diagnostic, dans sa démonstration, de déresponsabiliser l'institution policière. Moi, j'ai une réponse, hein, il y en a certainement d'autres, hein, c'est que tous ces experts, qu'ils soient psychiatres, qu'ils soient médicaux, font aussi partie de l'institution judiciaire, parce que à partir du moment où ils sont désignés comme experts, qu'ils sont agréés par la cour d'appel ou dans laquelle ils exercent, eh bien ils sont phagocytés par l'institution judiciaire, et ils travaillent avec l'institution judiciaire en partenariat permanent avec les juges d'instruction, avec les policiers. Ils travaillent sur des dossiers qui ont déjà un biais, et je pense que le fait d'être intégré dans cette institution judiciaire pose un véritable problème, parce qu'on a tendance aussi, dès lors qu'on est inclus dans une institution, à essayer de la protéger. Les fonctionnaires de police font partie de l'institution judiciaire, donc on va avoir tendance, quand on est expert médical, à protéger l'institution judiciaire. Je vous donne un autre exemple de ce que je peux voir, c'est les certificats UMJ. Les certificats UMJ, c'est les unités médico-judiciaires qui sont là pour donner un avis sur l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, lorsqu'il y a une violence. C'est une personne qui vient se plaindre pour avoir commis une violence, on l'envoie aux UMJ, et le médecin qui voit cette personne va dire voilà, vu les blessures que vous avez subies, vu ce que je vois sur vous, vu ce que vous me racontez, je vous donne tant, 5, 6, 10, 20, 30 jours d'ITT. Et on se rend compte que dans les dossiers de violence policière, lorsque d'ailleurs souvent les policiers déposent plainte également contre la personne qui a subi cette violence policière, c'est assez fréquent, eh bien on compare les certificats UMJ, celui du policier et celui de la victime de violence policière, et on se rend compte que pour quelque chose, je sais pas, une simple rougeur sur la main du policier, on va donner un nombre de jours d'ITT extrêmement important, quelquefois 6, quelquefois 10 jours, pour quelque chose qui est assez anodin, alors que la victime de la violence policière, qui est complètement cabossée, eh bien va se voir attribuer un nombre de jours d'ITT très faible. 1 jour, 2 jours, quelquefois 0. J'ai déjà vu des choses complètement aberrantes. Et on peut se demander, et c'est un vrai travail
qui doit être fait, sur lequel on travaille déjà un petit peu d'ailleurs. Comment fonctionnent, ces unités médico-judiciaires? Pourquoi est-ce qu'elles sont plus favorables aux policiers, qu'aux personnes victimes de violences policières? Je pense qu'il y a aussi un peu de ce que je vous expliquais, c'est qu'ils font partie de l'institution judiciaire, qu'ils travaillent avec les policiers, avec l'institution judiciaire, ce qui, heu, ce qui rend un peu moins impartial, un peu moins scientifique le diagnostic ou la parole scientifique, qu'ils sont censés porter. Et ça, c'est extrêmement triste finalement de se dire qu'on a peut-être affaire à un entre-soi où finalement, comme tu le dis, on perd le sens scientifique, le sens d'une neutralité bienveillante dans la recherche de la vérité et on se retrouve avec, plus que des biais finalement, on se retrouve, par ces expertises dans quelque chose qui renforce un système, profondément injuste. Et du côté des expertises, psychologiques et psychiatriques, quand tu disais qu'on en demande peut-être trop, finalement, on pourrait nous demander, moi en tant que psychologue, on pourrait nous demander un certain nombre de choses, mais il faudrait alors qu'il y ait un protocole précis. Parce que finalement, le protocole est très libre. C'est ce qu'on s'aperçoit finalement pour les psychologues et aussi pour les psychiatres. Et on leur demande parfois une réponse sur quelque chose qui demanderait un certain nombre de sessions. Si on est juste sur la question de la dangerosité, par exemple, effectivement, là, oui, on peut repérer une structure psychotique, par exemple, en 1 heure, en 1 heure et demie, même moins, c'est possible. Mais lorsqu'on rentre dans des sujets beaucoup plus précis, je reviens sur les notions d'emprise, sur des notions qui sont parfois très discutées selon les pays dans lesquels on est, bien finalement, les protocoles sont si ouverts que ça laisse beaucoup de fantaisie. Et quand un expert a des biais en lui, eh bien, on peut arriver à des choses dramatiques. Mais même pour ceux qui sont en prison, incarcérés et qui, par exemple, doivent rencontrer des psychologues parce qu'ils ont une injonction de soins, par exemple, j'ai pu voir des situations où des personnes pas du tout, tout à fait, intellectuellement parlant, dans une situation en dehors de la prison, intellectuellement parlant, leur QI aurait été tout à fait normal. Mais dans le cadre de la prison, parce qu'ils n'auraient pas forcément envie de parler à un psy, parce qu'il y a aussi tout le côté, traumatique dans l'incarcération, eh bien finalement face au psy, le psy pose un regard, même si c'est inconscient, dans le jugement et a pu poser une expertise de déficience mentale. Mais quand quelqu'un sort de prison avec cette étiquette sur un papier qu'il ne le comprend pas, ça peut marquer et ça peut même être destructeur. Donc on est beaucoup dans mon métier à de psychologues à s'insurger aussi par rapport à la manière où ces dernières années, les expertises ont quand même été très instrumentalisées et où finalement le code de déontologie, on le connaît peut-être pas assez. Donc c'est ce que je voulais rajouter sur ce point. Et si je peux me permettre moi de rebondir sur un mot que tu as utilisé, c'est le mot de dangerosité. Le problème, bien sûr qu'on peut déterminer, enfin, avec une vision, psychologique ou psychiatrique, la notion de dangerosité chez un individu. Ça va de soi. Maintenant, est-ce que ça doit figurer dans un rapport d'expertise? Parce que, la justice, elle n'est pas là pour déterminer si un individu est dangereux ou pas. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein. La justice, elle est là pour déterminer, essentiellement si une infraction a été commise ou pas au regard d'un dossier et au regard de la personnalité de l'individu et éventuellement de ses antécédents judiciaires, de déterminer le quantum de la peine. Et c'est vrai que j'ai, un peu de difficulté avec la notion de dangerosité, ce d'autant plus qu'il peut y avoir, cette dangerosité qui est utilisée de plus en plus pas uniquement dans la sphère judiciaire, mais de plus en plus dans la sphère administrative. Et il y a aujourd'hui une tendance à, transférer, les pouvoirs de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative. On l'a vu pendant l'état d'urgence en 2015 où, la notion de radicalité ou de radicalisation a été extirpée, d'on ne sait où, sans véritable, process, ou, détermination ou définition, scientifique. Et c'est vrai que je crois qu'il y a un vrai travail à faire, comme tu le disais si bien, hein, sur la trame que doit présenter, une expertise psychiatrique et juridique, quitte à s'interroger sur, la présence ou non de la notion de dangerosité dans un rapport, d'expertise psychiatrique ou psychologique. Tu vois, si on s'était rencontrés, il y a peut-être, 3 ou 4 ans, avant, je pense que je t'aurais répondu que dans certains cas, cette notion, elle peut être intéressante parce il y a plusieurs structures, en l'être humain et la structure névrotique, par exemple, par définition, on l'enlèverait du cas de dangerosité, mais quelqu'un qui serait, psychotique,
et qui pourrait avoir un délire non systématisé, par exemple, bon, j'utilise des mots scientifiques, je pourrais vulgariser, mais en soi, quelqu'un qui aurait une structure psychotique et qui serait pas forcément sous médicaments, on pourrait poser l'hypothèse qu'il peut y avoir une forme de danger. Mais aujourd'hui qu'un un certain vent de révolte est passé et surtout aujourd'hui que j'ai pu rencontrer la justice d'une toute autre manière et j'ai vu de telles dérives, j'ai vu de telles choses que finalement je pense que c'est mieux pour tout le monde que certaines notions effectivement soient retirées parce que sinon elles sont constamment utilisées, elles sont constamment instrumentalisées. On n'est plus du tout dans la recherche de vérité aujourd'hui. On est dans la recherche de l'élément qui va permettre de condamner celui qu'on a envie de condamner, et de libérer celui qu'on a envie de libérer. Donc on en perd finalement le sens neutre et l'éclairage qu'il devait y avoir. Donc pour moi, une des seules réponses possibles, c'est des protocoles très stricts, des garde-fous, à savoir une surveillance sur ces protocoles, et puis surtout que l'expert ait une interdiction, telle qu'il soit en fait, médicale ou psychiatrique, une interdiction d'aller plus loin que les questions qu'il soit posées. Et j'irais même plus loin, Arié, je pense que même dans les questions des magistrats, il faudrait qu'il y ait un protocole. Parce que quand les magistrats, au cours d'une instruction, demandent quelque chose à un expert, mais où il y a déjà finalement la thèse que le magistrat est en train de rechercher, on est déjà en train de biaiser l'expert. Parce qu'on n'est pas en train de demander à l'expert qu'est-ce que tu penses de cette personne, on est en train de lui demander voilà mon hypothèse à moi, est-ce que tu irais dans ce sens? Alors du coup, ça crée en soi déjà un biais. Donc je pense que tout ceci est à repenser de l'intérieur parce qu'on est beaucoup plus dans la dérive que dans la justesse aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord et je rajouterai, plusieurs éléments qui, biaisent, l'expertise psychiatrique ou l'expertise psychologique. Je pense que le dossier ne devrait pas être transmis, à l'expert. C'est souvent le cas, parce que le dossier donne déjà un a priori, au scientifique qui, est censé, porter une parole, et un diagnostic, sur la personne qu'il a en face de lui et pas forcément sur les actes qu'on lui reproche alors qu'il est encore présumé innocent. Donc effectivement, il y a cette problématique de la transmission du dossier à l'expert, d'une part, et puis tu as parfaitement raison de dire que, les questions, incluent déjà peut-être, certaines réponses. C'est le cas des sondages et c'est également le cas des questions qui sont posées par les juges. Donc on a eu des moments, historiques dans la justice où, la notion d'expertise a été, heu, mis, sous le regard public, notamment l'affaire Doutreau, où, les experts ont été parfaitement décriés, où leur parole, a été, considérée comme une parole pas forcément scientifique. On a trouvé des excuses aux experts. La première excuse, c'était la façon dont ils étaient payés, c'est-à-dire, pas beaucoup, avec énormément de dossiers, ce qui les obligeait. Je me souviens d'experts qui expliquaient qu'effectivement, il y avait quelques expertises, ou peut-être beaucoup d'expertises qui étaient mal faites, dans la mesure où ils avaient peu de temps pour, voir, les personnes qu'ils étaient censés, diagnostiquer. Et c'est vrai que dans certains dossiers, moi, j'ai des personnes qui ont été vues, 5 à 10 minutes par un expert et je doute qu'on puisse, porter un jugement scientifique ou un diagnostic tout au moins scientifique sur une personne en 5 à 10 minutes. Effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus et sachant que notre métier en plus, de psychologue se base sur l'écoute, la parole et surtout le temps et la précaution dans les hypothèses, on peut se demander comment il peut y avoir une précaution quand on voit une personne très rapidement, parfois on la voit même pas finalement et on pose un regard, on pose quelque chose qui n'est plus un diagnostic mais finalement, un jugement. Merci pour ces éclairages sur l'expertise. J'aurais une question qui te concerne plus, toi, mais tu y as déjà un peu répondu tout au long de cet entretien. La notion de révolte, est-ce que tu dirais que tu portes de la révolte en toi? Oui, oui, oui. Il y a une phrase d'Albert Camus que j'aime, beaucoup, dans L'homme révolté justement. Il définit, l'homme révolté, c'est celui qui dit non. Et je pense que je dis souvent non, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'admets pas, qui semblent normales. Je me souviens, quand j'ai commencé à plaider en comparution immédiate, je voyais peu de confrères qui développaient des conclusions de nullité. Parce qu'ils considéraient, et parce que les juges considéraient que, faire de la procédure en matière pénale, c'était pas noble, et ça pouvait même, entraîner des jugements beaucoup plus sévères.
et j'ai pris un peu ce contre-pied en disant que ça n'était pas normal, que la procédure, c'était au même titre, que, la matérialité de l'infraction, quelque chose de primordial. Et j'ai commencé à développer, ma stratégie judiciaire en matière pénale, c'est beaucoup fondé sur la procédure et sur la façon dont elle a été menée avant qu'une personne soit jugée. Donc oui, j'ai dit non à ce moment-là, et si aujourd'hui, j'ai pu, devenir, un avocat qui a un peu de réputation, qui aboutit dans pas mal de dossiers en matière pénale, c'est aussi parce que je me suis opposé à des choses qui semblaient normales pour l'institution judiciaire et qui ne me semblaient pas normales. Et j'ai ce regard critique à chaque fois que je prends un dossier, un regard critique sur la façon dont la personne a été, interpellée, sur la façon dont la personne a été, auditionnée, sur la façon dont la personne, va être jugée. Et je pense que, c'est la qualité, primordiale, pour un avocat, c'est d'avoir un regard critique sur, l'intégralité, je dis bien l'intégralité de tout le dossier et de la façon dont il va être jugé. Et qui ont été tes sources ou tes modèles d'inspiration? Il y en a eu plusieurs, j'ai un peu les mêmes, sources et modèles d'inspiration que beaucoup d'avocats contemporains. Il y a Robert Badinter, bien évidemment, hein, notamment dans ses, combats, politiques contre la peine de mort. Gisèle Halimi, en tant qu'avocate et militante, elle fait partie d'une époque où, la défense politique, était, très puissante, très forte, affirmée. Ça a un peu disparu après. Puis il y en a un autre qui est devenu ministre de la Justice, qui était une de mes sources d'inspiration. Alors je suis un peu moins, ravi de ce qu'il fait en tant que ministre de la Justice. Je pense que c'était, l'un des plus grands avocats qui soit, Éric Dupond-Moretti, parce que, aux assises, il bataillait et il ne lâchait rien. Maintenant, bah, je pense qu'il ferait mieux de revenir avec nous dans les salles d'audience parce que c'est là où il fait, le meilleur travail. Et dans ta famille, est-ce que tu as eu des modèles d'inspiration? Dans ma famille, évidemment mes parents, mais, mon grand-père, et ça va peut-être paraître paradoxal, mais, mon grand-père, parce que mes grands-parents m'ont un peu éduqué, quand j'étais jeune, élevé, parce que mes parents étaient jeunes quand ils m'ont eu et donc ils étaient encore étudiants et ils ont commencé à travailler alors que j'étais, bébé. Donc j'étais souvent chez mes grands-parents et donc mes grands-parents ont été mes sources d'inspiration. Mon grand-père qui était, ancien fonctionnaire de police, en Algérie, pendant la période de l'état d'urgence, pendant la guerre, d'Algérie. C'était pas forcément quelqu'un de gauche, hein, c'était même quelqu'un plutôt, à droite, hein, qui lisait Le Figaro, qui avait une vision, très arrêtée, sur le monde, mais c'était quelqu'un, qui, je pense, avait été, un fonctionnaire de police, républicain, un fonctionnaire il me racontait ce qu'il faisait en Algérie. Il a jamais, violenté quelqu'un, il a jamais, torturé qui que ce soit. Il a toujours essayé, de se contenter, d'avoir, la personne qui était en face de lui, heu, peu importe d'ailleurs, s'il était, arabe, juif, ou, catholique, et je crois que, j'ai été beaucoup inspiré par lui. Alors quand il est arrivé en France, en 62, il a arrêté d'être, fonctionnaire de police, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré il était assez taiseux, hein, il disait pas grand-chose, mais il inspirait, du respect, à toute la famille, parce que c'était, un homme droit, très droit. Et c'est peut-être une de mes, sources d'inspiration familiale les plus importantes. Et si tu devais, nommer les valeurs ou les forces qu'il t'a transmises, ce serait quoi? La droiture, l'intégrité, morale tout au moins. Hem et ouais, je pense que c'est de ça dont je m'inspire, l'honnêteté intellectuelle et surtout à mon égard. C'est-à-dire que j'essaye, alors je suis pas tout le temps, honnête dans, ma façon de développer des arguments, hein. Je suis avocat, donc
on peut utiliser des techniques qui relèvent pas de l'honnêteté intellectuelle la plus absolue, hein, quand on défend quelqu'un. Ça, il faut le reconnaître. En revanche, je suis toujours honnête à mon égard et à l'égard de mes convictions et de mes engagements. J'essaie de ne jamais les trahir. Arié, on arrive aux 3 dernières questions de cet, entretien. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes? Une vaste question très générale, mais j'ai appris une chose importante, c'est que je peux trouver beaucoup plus d'humanité chez les personnes que j'ai pu défendre, y compris pour des crimes graves, que chez ceux qui les arrêtaient ou les jugeaient. L'humanité est toute relative et j'ai trouvé beaucoup plus d'humanité chez des personnes qui vivaient dans des conditions indignes socialement que chez des personnes qui avaient des conditions de vie favorables. Alors c'est pas général, hein, mais je me retrouve plus dans l'humanité qu'on retrouve dans la précarité et dans la fragilité humaine que dans l'humanité de la puissance et de la domination. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays? Mon métier m'a appris que contrairement à ce que je pouvais penser, et c'est Robert Badinter qui le disait, je crois, que le pays, que la France était non pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la Déclaration des droits de l'homme, qu'il y a un fossé qui ne cesse de s'accroître d'ailleurs entre nos déclarations, nos grands principes universels et de droits humains et la réalité pratique de ce que l'on peut voir au jour le jour. Je vois un pays qui se dégrade. Je vois un pays qui pensait avoir comme priorité les garanties fondamentales, les droits de l'homme, le respect de tout un chacun. Et je vois un pays qui politiquement et socialement se dégrade et qui ne cesse de réduire les garanties fondamentales qu'on devrait respecter de manière générale et qu'on devrait ne cesser d'accroître en réalité. Et au lieu de ça, on a un pays qui sombre dans la nécessité, dans l'urgence, dans quelque chose qui relève de la violence. Voilà, je vois un pays qui sombre dans la violence et c'est pas forcément une violence qui vient de la population, hein. C'est une violence qui vient de l'État, qui vient d'en haut. Voilà ce que j'apprends malheureusement sur ce pays au jour le jour. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Il m'a appris à douter chaque jour un peu plus de mes croyances, de mes a priori, de mes compétences, de mes qualités, à douter d'absolument de tout ce que je crois acquis. Et j'espère douter chaque jour un peu plus. Merci beaucoup Arié pour cet entretien très inspirant et pour toute la force que tu donnes, je pense, aux gens déjà que tu accompagnes, mais aussi à ceux qui te suivent et qui t'écoutent. Merci.